Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de New World Forum. Les conditions sont réunies pour le dialogue politique entre les différents acteurs après plus de 3 mois de manifestations contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé. C'est ce que dit en tout cas le gouvernement togolais. Quelle est la position de l'opposition sur le sujet? Nouveau dialogue politique, nouvel espoir de sortie de crise. Pour échanger sur ces questions avec nous, le professeur Tchabouré Aimé Gogué qui nous fait l'honneur de venir au plateau. Bonjour professeur. Bonjour Gilles. Vous êtes le président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI. Oui, Vous êtes économiste, professeur. à la retraite, d'économie, à la retraite, Bon, mais ça va. un professeur ne prend jamais de retraite. Hein. Oh, ça dépend, ça dépend. Bon, il y a un moment où on est un peu fatigué, ou bien on a d'autres préoccupations. Bon, on ne prend pas totalement la retraite, mais disons ça ne devient plus notre première occupation. Et votre parti a intégré la coalition des 14 de l'opposition. C'est ça. Et donc vous menez la contestation depuis près de 3 mois maintenant dans le pays. Bientôt 4 mois plutôt. Ouais, Oui, exact. c'est ça. Alors, avant d'aborder le fond du sujet, un auditeur m'a instruit de vous poser cette première question en ouverture de l'émission. Il a été inspiré par un adage d'un sage de l'Antiquité à qui on a demandé à savoir ce que c'est que la démocratie. Il a d'abord répondu en ces termes: pour quel pays et pour quelle époque? Alors, du coup, cette question, quelle démocratie pour le Togo, à votre avis, la démocratie de 92 ou la démocratie de 2017? Est-ce que la démocratie est différente de 92 ou bien de 2017? Disons que l'environnement ou bien les rapports de force, parce qu'une constitution c'est aussi ça, les rapports de force, les conditions de l'environnement permettent de définir ce qu'on doit faire ensemble. Donc pour nous, la démocratie peut-être c'est un système dans lequel tous les Togolais se sentent concernés et leurs préoccupations prises en compte par les dirigeants du pays, ces dirigeants étant désignés de manière transparente et crédible, où tout le monde accepte la voie, les résultats de leurs décisions et ces dirigeants ont à rendre compte à la population. Et derrière cette question, moi j'ai lu une sorte de critique à votre exigence de retour à la constitution de 92. Et c'est-à-dire que les contextes sont un peu les mêmes aujourd'hui, les contextes de 92 et les contextes de 2017. Vous savez, généralement, la Constitution ne change pas ça tous les jours. Disons, ça définit les rapports qu'il y a entre les citoyens d'un pays. Donc, généralement, ça doit être stable pour une longue période avec des réajustements lorsque c'est nécessaire. Bon, nous disons retour à la Constitution de 92, mais nous voulons retrouver l'esprit de la Constitution de 92. On ne va pas prendre la Constitution actuelle et puis remettre la Constitution de 92. Donc, c'est l'esprit que nous voulons retrouver dans ses fondamentaux. Mais vous étiez là hein, en 92 C'est ça. quand cette constitution a été faite. Oui. Je rappelle que vous étiez Ministre dans le gouvernement de la transition. Oui, oui. À l'époque, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que cette constitution a eu du mal à entrer dans les habitudes, à être appliquée effectivement? Non, il faut savoir deux choses. D'abord, les gens parlent de Constitution 92 en ne faisant pas attention. Parce qu'il y a eu d'abord la Constitution, l'acte 1 de la Conférence nationale souveraine, tenant lieu de Constitution, qui a dirigé la période transitoire. Donc, généralement, lorsque les gens parlent de la Constitution de 92, il y a beaucoup qui font référence plutôt à cet acte 1 de la Conférence nationale. Et pour 92, il y a une Constitution qui a été adoptée par tout le monde. Je me rappelle, j'étais membre du gouvernement, comme vous venez de le dire. Le gouvernement a décidé que les membres du gouvernement devaient aller sur le terrain pour sensibiliser la population et les appeler à adopter cette constitution. Moi, j'ai dirigé la délégation qui devait aller dans la région des Savanes. J'y étais avec d'ailleurs le ministre Baba, qui est maintenant la présidence, Stanislas Baba, qui est la présidence. Donc, bon, peut-être que le temps mis pour l'adopter, peut-être que l'environnement, en ce moment, il n'y avait pas l'unité nationale, n'était l'unité. Bon, c'est quelque chose qu'on recherche, hein, mais disons qu'on était au début de la recherche de l'unité nationale, peut-être que ça a permis ça a occasionné quelques erreurs de notre part. Donc il faudra en tenir compte pour maintenant revoir. Mais malgré tout, c'est une constitution qui a été plébiscitée, 98,1%. Oh, oui. Comment se fait-il que tout le monde est appelé à voter pour cette constitution alors qu'au fond... C'est ce que nous ne comprenons pas, parce que les gens disent que en principe, quand vous entendez les gens de l'autre côté, c'est tout comme si nous avons imposé, nous, ceux qui étaient au pouvoir, on a imposé ça aux gens du RPT.
Alors que le président de en ce moment, c'était Yadema, qui nous avait instruit d'aller faire la campagne. Avait-il accepté malgré lui? Vous savez que ça a pris du temps avant d'être adopté au ACR. Parce qu'il y a eu de très longues discussions sur certains articles. Donc, moi, je crois que ça a été accepté de manière volontaire. Il n'y a pas eu de pression. Vous savez, en 92, le moment où on a passé ça au référendum, c'était après la commission paritaire, où le Yadema était déjà devenu le président du Conseil des ministres. Il avait déjà plus ou moins tous les pouvoirs. Donc, moi, je suis très surpris lorsque j'entends nos frères de RPT dire que non, que c'est une constitution qui a été adoptée contre eux. Je ne suis pas du tout convaincu. Et comme je disais, vous étiez du gouvernement de transition. Oui. Un des ministres importants, vous aviez en charge la planification, oui. Si je m'abuse. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Est-ce que je reviens à cette question? Oui, qu'est-ce qui... On ne trouve pas la réponse. Les mêmes causes vont produire les non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut savoir que, ce n'est pas parce que j'étais du gouvernement, mais si vous vous rappelez, bon, peut-être que vous étiez plus jeune, c'est que la conférence nationale on n'est pas sorti unis. Bon, on est sorti divisé. Peut-être il y a un camp qui a gagné par rapport à l'autre. Au sein de l'opposition, vous voulez dire? Non, que ce soit au sein de l'opposition, entre l'opposition et le RPT. Vous avez vu que les gens du RPT ne se sentaient pas impliqués dans la gestion. En fait, le gouvernement de transition était un gouvernement exclusivement de l'opposition. Il y avait quelques ministres... Non, c'est après cela qu'il y a eu des changements. Ouais. Après le 3 octobre, il y a eu quelques ministres qui étaient venus, notamment en ce moment. L'armée soit allée attaquer. Oui, les communiqués historiques dont on se rappelle. Voilà. Donc c'est ça qui a entraîné l'introduction dans le gouvernement de certains ministres du RPT. Et au fur et à mesure, le gouvernement, bon, l'opposition perdait du pouvoir, le RPT gagnait en puissance. Donc c'est cette confrontation, ce fait qu'on n'a pas intégré tout le monde, qu'on n'ait pas réussi à obtenir un consensus. C'est dû aussi à l'expérience qu'on a eue durant le règne de Yadema, avant la conférence nationale. Ça n'a pas aidé à ce que nous ayons une transition, une fin de transition. Une question un peu personnelle, maintenant, comment vous avez pu, vous, avoir une place dans la classe politique d'alors et même au gouvernement, malgré votre tempérament? Hein, vous avez... Mais pourquoi? Il y a quel tempérament? Vous êtes plutôt affable, alors qu'à l'époque, c'était les Vatangues, ceux qui pouvaient produire des discours. Non, mais si vous faites attention lors de la conférence... Non, c'est une des caractéristiques que nous avons eues à la conférence nationale. Effectivement, c'est les gens qui avaient un langage dur, qui pensaient que c'est par là qu'il fallait faire les changements, qui ont dominé la conférence nationale. Mais si vous faites les élections, ce ne sont pas eux qui ont gagné les élections. Kofigo était derrière les élections pour la primature. Vous voyez, ce ne sont pas eux qui ont gagné. Donc peut-être c'est ça qui explique. Et puis j'étais suffisamment, en tout cas, je crois que j'étais un peu connu dans le pays à cette période. Oui. Et depuis, vous êtes resté plus ou moins dans l'ombre de qui? Je suis dans l'ombre de personne. Vous avez longtemps cheminé avec Gilkis Olympio? Bien sûr. Non, la situation, en fait, moi, j'étais rentré, pour moi, j'étais dans la politique juste pour la période de transition. Je me rappelle, j'avais dit à ma famille, écoutez, parce qu'ils hésitaient, est-ce que c'était bon d'aller ou pas? Je leur ai dit non, moi je reste pour 1 an, après la transition, je m'en vais. Je retourne à l'université. Mais bon, j'ai vu l'évolution de la situation, puisque j'étais, comme vous l'avez dit, j'ai occupé un poste relativement important dans le gouvernement de transition. Donc j'ai vu l'évolution, j'ai vu les responsabilités, je me suis dit que ce serait un peu l'âge de ma part de quitter. Est-ce que j'étais à l'ombre de... Mais peut-être c'est ça qui explique que je ne me voyais pas m'engager de manière professionnelle, bien de manière continue dans la politique. C'est ça qui explique au début ma position. Mais c'est plus tard que j'ai vu quand même que, bon, une fois que tu es dedans, il faut s'impliquer sérieusement. Oui, ça fait une trentaine d'années, hein, donc que bientôt, vous mouillez le maillot. Oui, maintenant, vous voyez que je mouille le maillot depuis quelques années, en fait. C'est plus depuis 2007, où j'ai pris la responsabilité de ATI. Je crois que je ne peux pas être chef de parti et dire que je ne mouille pas le maillot. Donc, revenons à nos moutons ou à notre dialogue, si vous voulez. C'est ça. Le gouvernement a fait une sortie en fin de semaine. Oh, oui. Pour l'essentiel, le gouvernement dit que les conditions sont réunies pour l'ouverture d'un dialogue politique. Est-ce qu'au sein des 14 de l'opposition, vous partagez ce point de vue?
Bon, disons, il faut d'abord féliciter le gouvernement guinéen qui avait pris en charge la réalisation on appelle ça des mesures de confiance. Pour qu'il y ait confiance. Non, pas d'appel de confiance, c'est comme on dit. Pour qu'on ait confiance entre nous pour pouvoir dialoguer. Donc il faut les remercier pour tout ce travail qu'ils ont fait pour obtenir les résultats dont vous parlez. Bon, il faut reconnaître qu'il y a eu des résultats concrets, il y a eu des libérations des gens. Il y a d'autres personnes qui sont toujours qui n'ont pas été libérées. Il y a les 2 imams là qui ont été libérés. Les imams de Sokolé de Bafilo. Il y a le problème, bon, même il reste en suspens peut-être le problème de marché, des incendies de marché de Lomé de Kara. Il faut reconnaître que pour Mango, rien n'a été fait, hein, parce qu'il y a eu des gens de Mango qui ont été arrêtés, qui sont en prison d'Apon. Je crois que j'ose espérer que c'est juste un oubli, que dans les tout prochains jours, peut-être demain, parce que nous avons interrogé des ministres pour que ce soit réalisé. Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits. Ça, nous devons le reconnaître. Bon, nous voulons, comme le gouvernement l'a dit, nous voulons que ça aille vite. Parce que nous aurons souhaité que, comme cadeau de fin d'année à tous les Togolais, on ait un accord politique. Bon, mais il y a le problème qu'on a eu avec la sortie du gouvernement, c'est de faire semblant comme si c'est lui qui appelle au dialogue et que c'est lui qui pilote les choses, alors que ce n'est pas le cas. Donc j'espère que rapidement on va régler ce petit problème. On va revenir à ces griefs, oui. Mais parlons de ces mesures, comme on dit, de confiance. Ça veut dire que la confiance est revenue, vous avez plus confiance maintenant? Non, ça a augmenté un peu la confiance, mais est-ce que la confiance totale qui devait exister entre un gouvernement et sa population est ce qu'elle est actuellement? Je dirais non. Mais quand même, disons qu'il y a une amélioration, une nette amélioration de la confiance. Et donc vous dites que le président de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé, ça veut dire que lui, il a réussi pratiquement sa mission de médiation. Il a réussi en grande partie, on doit le féliciter pour cela. Bon, il reste encore, comme je vous dis, le marché, les gens de Mango et d'autres affaires, mais quand même, globalement, on peut dire qu'il a bien travaillé. La coalition le remercie. En tout cas, c'est une des rares fois où on voit les partis d'opposition. Vous avez fait une conférence de presse en fin de semaine également, oui, pour prendre acte des mesures de confiance ou d'apaisement prises par le gouvernement. C'est une des rares fois, oui, où vous appréciez ce que le gouvernement... Oui, non, ce n'est pas une des rares. Si le gouvernement fait quelque chose de bien, nous avons l'obligation de reconnaître. Mais s'il fait quelque chose de mauvais, nous avons l'obligation, le droit et le devoir de dire. Donc, puisque tout le monde s'attend à ce que la crise actuelle finisse, et comme c'est une bonne voie, il faut le reconnaître. Ils ne sont pas totalement finis, mais je crois que c'est un grand pas. Maintenant, c'est le grief que certains n'arrivent pas à comprendre, oui, le fait de reprocher au gouvernement de vouloir convoquer non, ça c'est non, ça c'est totalement... je ne comprends pas pourquoi des gens se posent des questions. Vous me connaissez, dès le début, moi je leur ai dit, écoutez, on peut régler ça au niveau interne. Le gouvernement, peut-être avec quelques personnalités togolaises qui pouvaient être médiateurs ou bien quelque chose, on pouvait régler ça très rapidement, c'est cette crise. Malheureusement, ils ont entendu arrêter des gens, façonner des gens, mettre des villes sous je ne sais quoi. Donc, le gouvernement est partie prenante de la crise, est un acteur de la crise. Alors, comment veux-tu qu'acteur de la crise, il devient quelqu'un maintenant qui dise que non, moi je vais résoudre? Non. Il faut qu'il y ait un médiateur. La confiance revient un peu, mais elle n'est pas totale. Si elle était totale, il n'y aurait pas eu de problème. Oui, mais si entre vous, vous appelez pour régler cette affaire sans médiateur, est-ce que ce n'est pas l'idéal? C'est l'idéal pour moi. Depuis moi, je n'ai jamais voulu qu'on ait des négociations avec des médiateurs. Mais l'expérience que nous avons, nous sommes à combien? 25, 26, 27 dialogues? Mais le dernier dialogue, l'accord politique global, oui, ça n'a jamais été appliqué. Ça a été conduit sans médiateur, ça a été engagé sans médiateur. L'accord politique global? Oui, à Ouaga? Non, le début. Non, l'accord cadre de Lomé. Non, l'accord politique global a été négocié d'abord à Lomé. Oui, mais quel que soit les cas, mais ça a terminé ailleurs. Oui. Donc, ce que nous, on aurait souhaité, mais compte tenu des actes qui ont été posés depuis août, c'est difficile pour nous de convaincre. Nous, c'est mieux d'ailleurs que même avec la médiation qu'on appelle, qu'est-ce qui empêche qu'on ait des discussions de couloir avant d'aller au dialogue? Ça peut se faire.
Ça peut se faire. Et ce n'est pas à vous de faire ce pas également en allant... Mais qu'est-ce que vous dites? Bon, on ne peut pas dire tout ce qu'on fait. On fait beaucoup. On fait beaucoup. Mais pour que ça ait un sens, pour que les Togolais aient confiance, je crois que ce serait bon qu'on ait une médiation, des médiateurs qui s'impliquent. C'est dû à ce comportement du gouvernement qui n'a pas voulu entendre raison le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi? Le gouvernement a dit que dans les heures à venir, dans les jours à venir, il va adresser des indications. Il a dit adresser les correspondances. Les correspondances? Oh, moi j'en ai eu. Oh, oui. Ça veut dire que vous n'irez pas si c'est le gouvernement qui vous invite? Non, en fait, ce que le gouvernement dit, nous l'avons fait déjà. Avec la médiation ghanéenne, c'est discuter les modalités, le cadre, etc. Nous avons adressé nos préoccupations à la médiation ghanéenne. Il reste le gouvernement, selon nous, la médiation ghanéenne a transmis ça au gouvernement. Le gouvernement, si le gouvernement avait fait la même chose et les mesures d'apaisement qu'il vient de prendre, si le gouvernement avait pris ça quelque temps auparavant, on aurait déjà fini le dialogue. Vous savez que la médiation ghanéenne était ici le 6, je crois, oui, le 6. Est-ce que c'est le 6 novembre? Bon, je ne me rappelle pas. Il était là avant, je crois que c'est le 6 novembre. Oui, la semaine dernière en tout cas. Oui, et voulait que le dialogue commence. Mais malheureusement, les mesures d'apaisement n'étant pas prises, on n'a pas commencé. Oui, mais concrètement, qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Invitation du gouvernement. Non, nous avons dit que demain, on va se réunir pour prendre une décision commune. Mais globalement, à mon niveau, donc ce serait peut-être ensemble, on verra la réaction donnée. Mais c'était mieux de s'inscrire déjà dans la médiation ghanéenne. Et ça devait être très rapide. Oui, j'espère que... Ça, c'est le passé, mais maintenant, oui, mais c'est ça. Du concret, il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau? Oui, le gouvernement vous invite à vous prononcer sur les modalités du dialogue. Oui, mais on a déjà déposé ça. Ça, c'est une perte de temps, puisque nous avons déposé ce que nous voulons comme modalité de dialogue. On a déjà déposé. Alors pourquoi encore prendre du temps pour revenir à ça? C'est du dilatoire pour nous. Oui, vous comprenez ça? Nous avons pris un rendez-vous, nous essayons de prendre rendez-vous avec la médiation ghanéenne pour que ça aille vite. Donc, cette démarche, selon vous, court-circuite la médiation ghanéenne? Bon, je ne sais pas, moi je pense que c'est inutile. Cette démarche est inutile. Puisque en fait, il faut vous s'inscrire dans une perspective. La médiation ghanéenne n'est pas venue comme ça. Le chef de l'État était en présence des autres chefs d'État au Niger. Et c'est là qu'ils ont pris la décision de confier la médiation à Kufuor. Donc, le gouvernement est conscient. Pourquoi maintenant vouloir ignorer cette décision qu'ils ont prise ensemble? Il y avait Ouattara, il y avait le Nigérien, il y avait le Nigérian, le Béninois, plus le président, plus le chef de l'État et le président ghanéen. Donc c'est ensemble qu'ils ont pris la décision. C'est ensemble qu'ils ont pris la décision de confier la mission de la médiation au Ghana, au président ghanéen. Et il a commencé depuis, il a consulté des gens. Mais la médiation, ça peut consister à simplement ramener la confiance entre les acteurs pour que vous... Non, c'est ça. J'ai discuté avec la médiation guinéenne. Leur intervention était juste pour la réalisation des mesures de confiance. Parce que le Ghanéen pensait qu'on pouvait négocier directement sans... Alors ça allait prendre du temps, on allait prendre du temps pour discuter des choses qu'on aurait dû régler avant rentrer dans le vif du sujet. Et c'est ça qu'il a fait. La Guinée a fait cela. Maintenant, il faut qu'on puisse engager les discussions sérieuses avec la médiation ghanéenne. Qui ont été consultés par le gouvernement, par les courriers dont vous Je ne sais pas. Je crois que c'est une correspondance individuelle qu'il a adressée. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas ceux qui sont impliqués, les parties prenantes dans ce dialogue? Non, je ne sais pas. Mais je crois que les partis de la coalition, je crois que tous auront eu. Mais il est possible que d'autres aient été invités également. Est-ce que ça vous gêne que vous n'ayez pas une vue synoptique sur tous ceux qui doivent être concernés par ces futures négociations? Non, si on s'inscrit dans cette perspective, dans la perspective du gouvernement, ça devait discuter. Donc lui, vous voyez ce qui est encore gênant, parce qu'il ne peut pas à lui seul désigner les gens qui vont discuter. Vous voyez, les protagonistes, en gros, on les connaît actuellement, c'est le gouvernement et nous. Tout en sachant les 14 de l'opposition. Oui, mais tout en sachant que des Togolais, parce que moi j'ai beaucoup aimé l'approche de la médiation ghanéenne, dans la mesure où elle a consulté des anciens ministres de l'Intérieur, Boudjouna et Boko,
C'est une bonne chose pour bien d'autres personnalités. Je crois qu'il a consulté d'autres personnalités. Je crois que c'est une bonne chose. Je ne dis pas que nous n'avons pas le monopole de la connaissance du problème togolais. Nous n'avons pas le monopole de la solution, des solutions à apporter. Mais c'est bon de consulter un grand nombre de personnes. Mais Donc quand même, il faut que personnellement, vous n'êtes pas dérangé si le dialogue s'ouvre à d'autres personnes que ceux qui composent, les partis qui composent la coalition aujourd'hui. Bon, ce ne serait pas pour moi une grande contrainte. Il suffit que... mais on n'aimerait pas avoir des gens qui sont flous. Parce que c'est très sérieux maintenant. On ne fait pas des flous. Rappelez-vous Jean Flou. Non, on est Togolais, se connaît. On ne veut plus des gens flous. Il faut que ce soit très clair. C'est pourquoi on a pensé, au niveau de la coalition, on pensait que c'est mieux le gouvernement et les partis d'opposition. Mais qu'est-ce que vous voulez, s'il y a d'autres... Donc vous voulez une discussion en deux blocs. Un camp, le gouvernement est allié, et en face, le groupe des 14 qui désigne peut-être ceux qui peuvent être cooptés pour ce dialogue. C'est ça. Même, comme ça n'est pas une grande... On voudrait quelque chose de très limité. Hein. Pour nous, une vingtaine de gens, ça suffit pour discuter des problèmes togolais. Pour discuter de quoi? Discuter de ce qu'on veut, des problèmes qu'on veut. Vous avez pas fait notre plateforme. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reparle de la médiation pour ce dialogue. Alpha Condé ou Nana Akufo-Addo. Il y avait une confusion entre-temps. Maintenant, il me semble que l'équivoque est levé. L'équivoque est levé. En fait, comme je l'ai dit, à Niamey, la médiation était confiée à Akufo-Addo. Bon. Et Condé, étant président de l'UA, a voulu comprendre un peu ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'il a invité, vous vous rappelez, trois leaders de notre groupe. Et c'est là qu'il a compris que nous avions des préoccupations avant de démarrer le dialogue. Pour le Ghana, on devait commencer le dialogue en même temps. Et Condé a constaté que vraiment nous avons des préoccupations qui sont quand même légitimes. C'est vrai que dans certains cas, on peut discuter sous des bombes, mais dans certains cas, si on peut éliminer rapidement des petits problèmes, on les élimine et puis on va au dialogue. Donc il s'est occupé, il s'est dit, bon, il va se concentrer pour résoudre le problème de confiance mutuelle. Et c'est ça qu'il a fait. Donc son rôle, en gros, c'est fini. Mais c'est fini si on arrive à terminer les autres petits problèmes qui ne sont plus très importants en ce qui concerne nos mesures de confiance mutuelle qu'on a demandé. Mais après ça, si nous voulons, si les deux parties veulent, le gouvernement et nous voulons, ils peuvent toujours venir en appui à la médiation. Maintenant, celui qui prend le relais, c'est la médiation ghanéenne. Donc une fois que le dialogue aura commencé maintenant, on aura en face que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Voilà. Et le Guinéen peut aider, si on veut. Oui, entre guillemets, est-ce qu'il peut faire l'affaire, selon vous? Parce que vous l'acceptez. On le verra à l'œuvre. Mais nous savons très bien ce que nous voulons. Nous sommes très déterminés à défendre bec et ongle ce que nous voulons, en espérant que c'est ça que la population veut. Ça veut dire que vous ne pensez pas qu'il puisse être utile à quoi que ce soit, Nana Akufo-Addo? Non, il sera utile. Mais pourquoi on exige qu'il soit là, que la médiation ghanéenne qu'il soit là? C'est parce que nous pensons qu'il sera utile. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi le Ghana, un pays anglophone? Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est les présidents qui l'ont choisi. Et vous l'avez accepté? Oui. Les présidents, quand même, sont de hautes responsabilités, ils se connaissent, ils ont pensé qu'ils peuvent faire l'affaire et je crois qu'il le fera. Mais vous avez certainement échangé avec lui, certains de ses envoyés spéciaux ici sur place. C'est quelqu'un qui a la maîtrise du sujet, selon vous, et qui peut aider à sortir de... Non, je crois qu'il a connaissance. Vous savez qu'il est dans la politique depuis longtemps, il est candidat depuis... il y a plusieurs années. Et donc il connaît, et puis il nous a posé beaucoup de questions. Et c'est ce que je vous dis. Le fait qu'il ait voulu rencontrer d'autres personnalités togolaises en dehors des partis politiques, je crois que c'est pour mieux se situer sur le problème, sur l'environnement sociopolitique du Togo. C'est une bonne chose. Étant président en fonction, pour intervenir dans une crise qui engage aussi un autre président en fonction, est-ce que ce n'est pas un handicap pour lui? Bon, ça peut être un handicap, c'est certain. On parle souvent du syndicat des chefs d'État, mais nous avons confiance que, connaissant, il est du Ghana, il sait que si ça ne marche pas au Togo, il va avoir des problèmes lui-même. Et les réfugiés politiques, j'espère qu'il fera un gros effort pour être assez objectif. Alors,
Parlons maintenant du dialogue lui-même. Un nouveau dialogue, un nouvel espoir pour une sortie de crise. Franchement, hein, à votre âme et conscience, pensez-vous que ce dialogue puisse régler maintenant le problème togolais une fois pour de bon? Chaque fois, on espère que le dialogue va résoudre les problèmes sans qu'on ne doit pas s'y engager. Évidemment, l'expérience que nous avons eue des différents dialogues, c'est que, bon, dialogue, on a des accords et puis après, bon, ça ne marche pas. Mais on ose espérer que cette fois-ci, les gens vont comprendre parce que vous savez qu'on a été au bord du cataclysme, d'une catastrophe. Mais j'espère que chaque parti doit prendre conscience qu'on ne peut pas continuer ainsi. Si un camp gagne, et on fait comme la transition et sur la période de 91, 92, 93 et ignore totalement l'autre, le pays ne sera pas bien gouverné longtemps. Je vous pose la question parce qu'il y a certains qui n'y croient vraiment pas. Non, certains, non, même dans mon parti, il y a des gens qui ne veulent pas du tout du dialogue. Ça, c'est évident. Il y a certains qui ne veulent pas du dialogue. Mais on leur dit, même si vous êtes en situation de guerre, après vous dialoguez. Donc, il vaut mieux dialoguer avant que ça ne s'empire. Mais tout ce qu'on espère, c'est qu'on espère que les gens iront à ce dialogue de manière consciente et savoir que le but recherché, c'est sortir le Togo de la crise. Mais sans quoi, je crois que sans quoi c'est dangereux pour nous. C'est une dernière chance. En tout cas, on dit toujours c'est une dernière chance. Mais on espère que cette fois-ci, nous comprendrons que c'est sérieux. Il faut être prêt à faire des sacrifices dans l'intérêt supérieur de la nation. Et pour emprunter votre langage, je vais parler du peuple. Oui. Est-ce que le peuple est d'accord avec le principe du dialogue? Est-ce que le peuple veut le dialogue? Bon, j'ai l'impression que la majorité veut le dialogue. C'est une impression que j'ai. Mais évidemment, il y a toujours des extrémistes, comme je vous l'ai dit, même dans mon parti, qui pensent que c'est une perte de temps. Mais quelle solution ils proposent? Bon, je pense. Bon, ils proposent des solutions, mais je ne sais pas si c'est une solution intéressante et durable pour le pays. Et de quoi allez-vous parler au cours de ce dialogue? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Nous avons notre plateforme, nous disons, premièrement, c'est la Constitution. Nous en avons parlé, la Constitution de 92. Il y a ça, le problème. Bon, il y a la Constitution, le cadre électoral qu'il faut revoir pour rendre les élections transparentes et crédibles, avec le vote de la diaspora. Nous parlons aussi de déverrouillage des institutions, il y en a plein. Si vous les prenez, beaucoup d'institutions sont dominées, sont dominées surtout, et parfois même, c'est exclusivement des militants du NIR qui sont dedans. Donc nous parlons de ça. Bon, le quatrième point, c'était les mesures de confiance, là. Donc là, c'est réglé, donc on va se concentrer autour. Et il y a le problème lié à la Constitution, l'alternance, et on parle de gouvernement de transition. Est-ce que vous n'avez pas oublié l'essentiel là? C'est ça, la transition, c'est ça? Non, pas la transition. C'est quoi? Vous parlez du départ oui, c'est la transition. Du chef de l'État. C'est la transition avec ou sans force. Voilà. C'est de ça que vous parlez, c'est la même chose. Donc, vous parlez maintenant de transition, non de départ. Mais s'il part, il va y avoir certainement une transition aussi. Vous dites avec ou sans lui? Oui. Non, tout dépend, parce que, vous savez, lorsque beaucoup de Togolais pensent que c'est suffisant, 50 ans. Il faut qu'ils dégagent, d'accord? C'est ça que beaucoup de Togolais veulent. Je ne dis pas tous les Togolais, mais une très grande majorité de Togolais veulent ça. Donc ce n'est plus le peuple, hein, c'est une partie du peuple qui veut son départ. Ça n'a jamais été le peuple hein, dans son ensemble, jamais. Dans tous les cas, il y a toujours des gens, même si c'est lui seul, ce ne sont pas tout le peuple. C'est ça que vous dites. Non, c'est une façon de parler. Mais la très grande majorité du peuple souhaiterait vraiment, que ce soit des gens du NIR, hein, que ce soit des gens du NIR, que ce soit des gens de Kara, beaucoup pensent que c'est suffisant. Bon. Ça, c'est un objectif que nous recherchons tous. Si on nous dit demain ou qu'aujourd'hui qu'il faut être parti ou bien pas, je crois que ce serait une dièse populaire dans la ville de Lomé et dans tout le pays. Bon, vous le pensez? Oui. Oui, non, je suis convaincu. Je voyage beaucoup, j'écoute des gens. Bon. Mais on espère qu'on pourra l'obtenir. Mais il faut savoir que c'est possible qu'on puisse ne pas l'obtenir. C'est pourquoi je pourrais dire transition avec ou sans lui. Donc vous n'en faites pas un point incontournable à obtenir? Non, nous voulons l'obtenir. Lorsque vous allez à une négociation, vous avez des objectifs précis, mais vous devez savoir qu'il est possible que vous ne puissiez pas l'obtenir compte tenu des rapports, bien des conditions de discussion, des rapports de force que vous avez.
Mais ça, c'est important que les Togolais puissent le retenir. Parce que des gens pensent que non, si on n'obtient pas ce qu'on veut, ce qu'on a trahi ou bien non. Vous allez dans une négociation, vous voyez une fille, vous voulez la courtiser, il est possible qu'elle accepte, il est possible qu'elle refuse. Mais si vous avez des atouts, vous pouvez réussir à l'amener avec vous. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus simple si vous évitiez cette question en laissant le chef de l'État aller au terme de son mandat et peut-être discuter de son départ? C'est des discussions qui auront lieu. Mais c'est des discussions, il y a quelque chose qui peut être simple, mais parfois ça dépend. Si vous obtenez, vous savez, je vous ai dit, la démocratie, c'est lorsque les Togolais vont se sentir impliqués, concernés et satisfaits de ce que vous allez obtenir. Si vous n'arrivez pas à obtenir, à expliquer que ce que vous avez obtenu, c'est le maximum ou bien ce qui est bon pour le peuple, il va de sorte que vous aurez des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est des discussions qu'on aura, mais il faut savoir que nous sommes, en tout cas à mon niveau, on aurait souhaité que lui-même accepte de partir, mais on est prêt, mais vraiment 2020, là, il faut que ce soit la fin. Voilà. Mais on voit une certaine, comment on dit, évolution dans la communication. Est-ce que on n'a jamais communiqué. Le groupe des 14, le groupe des 14 dit Constitution de 92. Non, moi il y a des gens. On fait des interviews régulièrement. Oui, mais le chef de file de l'opposition. Mais c'est ça, il parle. Il a sa façon. Il dit la revendication principale, c'est le départ. Il a sa façon de parler. Mais regardez notre plateforme. Vous avez vu notre plateforme? Il faut voir notre plateforme. Oui, mais quand c'est lui qui parle au nom du groupe. Non, il peut parler. Moi, je parle. Moi aussi, je parle. C'est ça. Non, je parle. Il parle, d'accord. Mais ça, évidemment, lorsqu'on parle comme ça, ça peut créer des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne sent pas d'accord. Mais tous, nous voulons le départ. Mais on sait qu'il est possible qu'on puisse ne pas l'obtenir. Nous sommes des humains. Mais, professeur Gogo, est-ce que, à l'issue du dialogue, si vous obtenez un accord sans le départ du chef de l'État aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vendre cet accord à vos militants? Ben, si c'est ça qu'on obtient, on n'a pas le choix que de vendre. De vendre ce qu'on a obtenu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça qu'on va vendre. C'est ça qu'on va vendre. Mais pour moi, c'est très simple. C'est pourquoi, généralement, il faut éviter de faire de trop grosses déclarations que vous ne pouvez pas assumer. Voilà. Est-ce que vos militants ne risquent pas de vous prendre comme des traîtres? C'est une possibilité. Non, c'est pourquoi je dis c'est une éducation. Démobiliser, du coup, la base. Non, c'est une éducation qu'on doit donner aux gens, que vous allez à négociation. Pour moi, c'est d'une évidence telle. Vous allez à négociation, on veut le départ du chef de l'État. On veut son départ immédiat. Mais ça dépendra des efforts de force. Vous savez, lorsqu'on manifeste, vous voyez, le nombre augmente. Mais vous allez passer dans certains quartiers, vous croyez que c'est la vie normale, ou bien? C'est ça. Alors, si vous n'avez pas une mobilisation très forte pour réussir ce que vous avez, ben vous allez vous contenter de ce que vous avez. Mais est-ce qu'on va à une guerre, entre guillemets? Non, c'est pas une guerre. Est-ce qu'on va à un match de football en disant, même si c'est un match sympathisants, en disant on peut gagner ou ne pas gagner? Mais évidemment, tout dépend. Lorsque vous allez à un match, vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez gagner ou bien perdre. Vous allez dire que vous allez gagner, c'est ça, non? Ah oui, c'est ce qu'on dit, nous allons gagner. mais les sympathisants savent que c'est possible que vous revenez avec un match nul. Que vous revenez avec... Non, perte, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de qui que ce soit. Mais en allant à ce dialogue qui va s'ouvrir, on a dit, selon certains, dans quelques jours, est-ce que vous avez fait l'audit ou l'autopsie des dialogues passés? Est-ce que, au sein de l'opposition, vous avez vérifié ce qui n'a pas marché, ce qui a fait que ces dialogues ont échoué? Vous avez fait ce travail? Bon, on le fait peut-être individuellement, mais collectivement, on ne l'a pas fait. Mais individuellement, je sais que certains l'ont fait. On va le faire. On a des réunions qui sont prévues. On a des réunions pour harmoniser, pour voir notre position pour le dialogue. Et dans ce cas, certainement, on va en parler. Et selon vous, pourquoi ça n'a pas marché, surtout le dernier dialogue, un accord politique Laval, lequel? L'APG, que beaucoup avaient considéré comme un accord quand même intéressant? Bon, pourquoi ça n'a pas marché? D'abord, il y a la mauvaise foi de nos amis du RPT. Et ça, c'est certain. Ils ont pensé toujours dribbler, continuer à dominer. Et comme il n'y avait pas une entente, vous savez, il devait y avoir un gouvernement d'union nationale qui regroupait tout le monde, ce qui n'a pas été fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire.
Et ça aussi, ça a fragilisé notre position. Ça n'a pas marché. Mais le fait que les autres aussi, le RPT, voulait toujours jouer sur ses forces et pensait pouvoir continuer à dominer. Ça n'a pas aidé. On peut avoir aussi une autre lecture en disant que, Oui. au cours de ces négociations, vous faites trop de pression pour obtenir des choses inapplicables. Non, je ne vois pas ce qu'on a obtenu qui n'était pas applicable. Non. Tout ce qu'on a obtenu, surtout de la PG, était applicable. C'était le mode de scrutin à 2 tours, limitation de mandat à 10 ans maximum, 5 ans renouvelables une fois. C'était presque ça, la révision du découpage électoral pour les législatives. Il n'y avait rien qui n'était applicable. C'était après des discussions qui n'étaient pas tellement houleuses, Donc tout était applicable, mais évidemment, si vous êtes gourmand, vous voulez tout, comme le gouvernement et le RPT l'a fait par le passé, il va de sorte que ça devient inapplicable. Voilà. Cette fois-ci, quels peuvent être les antidotes à ces genres de situations? Non, j'ose espérer que même nos amis du RPT et du NIR, du moins, vont comprendre qu'on ne peut pas continuer à vivre cela. Même s'ils ont l'armée derrière eux, il faut qu'ils comprennent que c'est un système non soutenable où, comme l'a dit le chef de l'État, une minorité prend tout et le Togo n'avance pas. Le chômage, les infrastructures, la santé, l'éducation, rien ne marche. Vous savez, si vous n'avez pas un consensus dans le pays pour diriger le pays, il va être sûr que vous aurez des situations comme ça. Et ça peut s'empirer si on n'arrive pas à résoudre le problème actuel. Si les Togolais comprennent ça, si nos amis du NIR comprennent, et puis nous aussi nous comprenons que nous devons travailler ensemble, je crois qu'on a des chances qu'on ait un accord qui sera mis en œuvre. Vous estimez que beaucoup de choses ne marchent, vous avez même dit rien ne marche. Vous envisagez... Pas rien, il y a des petits trucs. Oui. Vous envisagez même un gouvernement de transition, oui, dans lequel peut-être vous allez participer. Pensez-vous que vous, une fois au pouvoir, vous pouvez changer la donne? Non, s'il y a un gouvernement de transition... Bon, je voulais être président de la République en 2015. Je pensais pouvoir changer, ça c'est sûr, sans quoi je ne serais pas candidat. Bon, maintenant, si on... Vous avez obtenu un score qui ne vous permettait pas de l'être, hein? Non, bien sûr. Je n'ai pas obtenu ce score. Mais maintenant, je crois que la crise étant ce qu'elle est, si on arrive à avoir un accord, si on met un gouvernement de transition en place, j'ose espérer que nous allons comprendre les enjeux et que nous travaillons sérieusement pour que les choses changent. Mais quand vous parlez de transition, qu'est-ce que vous mettez dans ce concept? C'est un partage de pouvoir. Un gouvernement d'union nationale? Non, ce n'est pas d'union nationale où on tend la main là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est un gouvernement, on se met d'accord où il y a, le pouvoir est partagé entre les gens du NIR et l'opposition. Peut-être quelques gens de la société civile pour mettre ensemble, pour avoir une feuille de route à mettre ensemble. Alors que le parti au pouvoir unir a gagné les élections pour 5 ans, vous estimez qu'ils ont l'obligation aujourd'hui de... Non, comme il y a crise. S'il n'y avait pas de crise, il n'y a pas de problème. Ils allaient continuer sans problème. Non, vous voyez, cette histoire de parler de l'égalité, de choses... Non, quand il y a l'égalité, quand il y a une crise comme nous connaissons actuellement, je crois qu'il faut oublier ça. D'ailleurs, le gouvernement n'a jamais appliqué la Constitution. Vous savez, quelques exemples très simples... Le deuxième vice-président de l'Assemblée a été nommé Premier ministre. En principe, 6 mois après, il doit être remplacé à l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été le cas. Il fait quoi? 2 ans? 3 ans? Il est dans sa 3e année comme Premier ministre. Nous n'avons pas de deuxième président et de deuxième vice-président. C'est anormal. Et on doit nous faire un discours sur l'état de l'Union du pays chaque année, mais le président n'a jamais fait. C'est dans la Constitution, ça. Le directeur de l'OTR, le commissaire général, le commissaire général, en principe, c'est 6 mois maximum d'intérim. Mais il n'est pas encore nommé. Et puis on doit nous donner des explications de pourquoi on a enlevé l'autre. Rien. Donc vraiment, je crois que si nos amis du NIR doivent parler de constitution, on doit faire attention. Mais au sein de l'opposition, est-ce que vous êtes prêt à jouer votre rôle au sein d'un gouvernement de transition? Qui est l'opposition? Oui, quand on le dit, mais quand l'heure va sonner maintenant, on demande à l'opposition sortez un Premier ministre, oui. Ça va être encore... Oui, non, il y aura des bagarres. Non, ça c'est normal. Mais maintenant, on va discuter, certainement, on discutera pour avoir des scénarios et peut-être trouver des mécanismes pour choisir quelqu'un. Mais quel que soit le cas, quelqu'un sortira. Vous parlez de mécanisme, ce n'est pas naturel. Quand on vous demandera un Premier ministre... Naturel dans quel sens?
Le choix ne s'impose pas de lui-même? Bon, non, peut-être ça peut s'imposer de moi-même et pour moi ça peut s'imposer, mais d'autres peuvent ne pas être d'accord. Il faut qu'on arrive à être d'accord. Si vous dites qu'on va se bagarrer, c'est que ce n'est pas naturel. Quel peut être le mécanisme pour le désigner? Non, c'est-à-dire nous allons des critères, des mécanismes. Oui, bon, voter, j'espère que non. J'espère qu'on arrivera à un consensus. C'est mieux d'avoir un consensus que de voter. Et il se dit que pour réussir cette mission, il faut une personnalité capable de rassurer les deux camps, bien aussi sûr. bien le pouvoir que l'opposition. Ouais. Est-ce que vous avez au sein de l'opposition des profils qui peuvent... C'est à vous de le dire. Nous pensons avoir des gens qui peuvent le faire. Mais c'est indispensable que le Premier ministre puisse tranquilliser, ou bien, comment on a dit là, apaiser, ou bien sécuriser les deux camps. Ça, c'est indispensable. C'est un des critères les plus importants. Parce que vous n'allez pas, c'est des problèmes qu'on a eu à la transition en 91-92. Il faut qu'on évite cela. Et vous savez que le rôle également, il faut qu'on arrive, je ne sais pas si on peut résoudre ça lors du dialogue, il faut qu'on arrive à résoudre aussi le problème de l'armée. Donc tout ça, il faut mettre ensemble, trouver quelqu'un qui pourra faire avancer ça. Vous êtes candidat à la candidature, je vous pose... Non, c'est pas un problème. Non, j'ai voulu être président de la République, donc c'est possible que je puisse l'être. Mais si cela s'impose, je suis prêt. Non, il ne faut pas... Moi, je ne dirais pas comme Sarkozy que je pense à ça chaque matin, mais je suis prêt. Mais la chose, si ce n'est pas moi, je suis prêt à travailler. Pas nécessairement dans le gouvernement, mais je suis prêt à ce que la transition marche. Alors, vous l'espérez, cet accord, vous l'avez dit, avant fin 2017. C'est ce que je souhaite, sérieusement. Oui. Parce qu'il faut vraiment, c'est 4 mois qu'on va faire, mais nous savons que les Togolais souffrent. Ceux qui le font parce que véritablement ils pensent que c'est important qu'on ait le changement. Mais il ne sert à rien parce qu'ils le veulent, qu'on va faire traîner, augmenter les coûts. L'économie en souffre énormément, le secteur privé en souffre et nous pensons qu'on peut rapidement résoudre ce problème. Maintenant que le gouvernement a fait un pas, vous l'avez dit, un pas pour l'apaisement et la mise en confiance, est-ce que l'opposition n'est pas obligée de faire un pas également en faisant quoi, par exemple? En arrêtant les manifestations de rue Bon, c'est des choses qu'on verra. Mais sachez que les manifestations, c'est la seule arme que nous avons. Nous n'avons rien d'autre. D'accord? Bon, les manifestations peuvent servir de pression, ce à quoi nous avons utilisé comme pression jusqu'à présent, mais ça peut servir de recours. Donc vous parlez de cas de recours, c'est-à-dire arrêter, et quand on sent qu'il y a des petits problèmes, que le manque de volonté de l'autre côté, on est recours. Bon, on va en discuter sans pas exclure. Mais pour nous, l'important, je ne vois pas pourquoi on traîne alors qu'on doit résoudre ça. On ne manifeste pas de gaieté de cœur, non. On ne manifeste pas de gaieté de cœur. Pour nous, c'est important que la crise soit résolue le plus rapidement possible. Il n'est pas nécessaire qu'on traîne les manifestations, que les gens sortent, que les gens souffrent. Ce n'est pas nécessaire. Que les policiers et les militaires ne dorment pas parce qu'ils sont appelés à faire des missions que je trouve saugrenues. Mais ils le font. Est-ce que c'est dans l'intérêt de quelqu'un? Non. Donc la question de manifestation continue, ça ne se pose pas pour nous. Nous voulons que la crise soit résolue le plus rapidement possible. Et si vous étiez dans la peau du chef de l'État actuel, qu'auriez-vous fait? J'aurais fait un discours en disant que je ne suis plus candidat. Voilà. Simplement de cette façon? Ben, ça va aider. Et je vais aider aussi, bon, à partir de là. Est-ce que derrière lui, il n'a pas un peuple? Il n'a pas son peuple qui le pousse à rester. Non, c'est sûr qu'il y a des gens qui le poussent. C'est normal. Ça aussi, c'est humain. Il y a des gens qui, lui quittant le pouvoir, qui vont perdre leurs intérêts. Sachez que dans Unir, il faut qu'on soit conscient. Il y a des gens qui croient sérieusement qu'il est excellent, qu'il est bon. Il y a des gens qui croient ça sincèrement. Il y a d'autres qui sont là pour leur intérêt. Parce qu'ils bénéficient des intérêts, ils sont là pour leur intérêt. D'autres parce qu'ils pensent que c'est lui qu'il faut. On doit tenir compte de tout cela. Donc c'est sûr que, évidemment, en partant, il y a un pan des Togolais qui ne serait pas satisfait, c'est sûr. Mais il doit voir, le chef d'État, il doit voir l'ensemble des Togolais, et non le groupe qui le soutient.
Oui. Alors, le chef de l'État, d'ailleurs, a appelé à un sursaut national, Oui. patriotique, pour la réussite du futur dialogue. C'est ce qu'on Ça veut souhaite. dire que dans son camp, eux, ils sont disposés déjà à trouver un accord. La balle est dans votre camp désormais. J'ose espérer que ce qu'il dit est vrai. J'ose espérer que véritablement il y aura un sursaut national. C'est tout ce que je dis depuis le début, que j'espère que tout le monde a pris l'ampleur de la crise et tout le monde est prêt qu'on trouve une solution durable à la crise. Et sincèrement, si on s'y engage, je ne pense pas, j'ose espérer, je crois que la balle est encore dans leur camp. Pour le moment. Je ne suis pas encore très convaincu qu'ils anticipent la possibilité. C'est ce que je leur dis. Je leur dis non qu'à voir la possibilité qu'ils puissent perdre le pouvoir. Au moins ça déjà. De voir que c'est possible qu'ils puissent perdre le pouvoir. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, au début de la crise, des gens du PDC ont quitté pour aller rejoindre Key parce qu'ils n'ont pas la culture de l'opposition. Vous vous rappelez ça? Alors, il faut qu'ils aient la culture, qu'ils s'introduisent dans leur tête là, qui peuvent être l'opposition. Une fois qu'ils ont ça, le dialogue peut être facilité. Oui, de la même manière, vous aussi, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que vous ayez la culture du pouvoir également? Mais on a la culture, tout le monde a la culture du pouvoir. Ça, c'est plus facile à avoir, ça. C'est plus facile à avoir. Ce n'est pas plus facile. Bon, maintenant, à réaliser effectivement culture, très bien. Dans les discours, il y a une certaine façon de... Bon, quand je dis ça, non, la culture, oui, mais peut-être maintenant la manière de l'exercer, ça, c'est autre chose. Mais beaucoup plus certainement que la culture, la volonté d'accéder au pouvoir existe. Voilà. Mais, mais qu'est-ce que nous sommes différents, chacun a sa façon de parler. Mais peut-être que les gens trouvent que ma façon de parler n'est pas correcte. Donc j'accepte. Merci. Professeur, nous arrivons à la fin de notre entretien. Ok. Déjà. C'est rapide, hein? Merci beaucoup. C'est tout un plaisir pour moi. Je vous remercie, je vous encourage, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci, merci infiniment. C'était donc le professeur Aimé Tchabouré-Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti membre de la coalition des 14 de l'opposition au Togo. Gardez votre position de réception. Dans un instant, nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre forum. Cette fois-là, nous serons avec Dr Fabrice Sébé. Nous parlerons de la corruption, cette gangrène en Afrique. À tout de suite.